Pendant 2 jours, l'USS Mason avait tenu la ligne de blocus seul. Le premier jour, il avait stoppé 11 vedettes d'attaque rapide. Le second jour, il avait repoussé 4 missiles et 7 vedettes d'attaque. Le quatrième missile s'était approché à 1900 mètres de la coque avant d'être intercepté par le système de défense rapproché. L'Iran avait observé les 2 engagements, compté les missiles utilisés par le Mason, cartographié les temps de réaction et calculé les limites de ce qu'un seul destroyer pouvait supporter. Cette nuit-là, quelques heures seulement après le dernier accrochage, l'Iran tira 40 missiles simultanément depuis 5 positions distinctes le long de la côte iranienne. Pas une reconnaissance, pas un test. Une tentative calculée de submerger la capacité défensive de toute la ligne de blocus avec une seule salve. 24 missiles antinavires à vol rasant, ces armes de basse altitude qui avaient failli atteindre le Mason la veille, tirées depuis 3 batteries côtières. 8 missiles, Qadr, une version plus moderne et à plus longue portée, capable d'effectuer des manœuvres d'évitement en phase terminale pour déjouer les tentatives d'interception, lancés depuis 2 rampes mobiles à l'intérieur des terres, et 8 drones Shahed 136 volant à altitude moyenne, forçant les radars des destroyers à suivre simultanément des contacts aériens et des menaces à basse altitude. 40 contacts, 5 axes d'approche, 3 types d'armements différents sur 3 altitudes distinctes et à 3 vitesses différentes, tous convergeant vers la ligne de blocus dans une fenêtre de 4 minutes. L'équipe de ciblage iranienne avait calculé qu'un seul destroyer peut traiter environ 12 contacts simultanés avant que la capacité du chargeur des SM-2 et le processus de rechargement ne créent des dés, brèche. 3 destroyers sur la ligne de blocus pourraient en traiter environ 32. 40 missiles dépassaient ce seuil de 8 unités. Ce que l'Iran n'avait pas calculé, c'était la question suivante. Que se passe-t-il après que ces 8 missiles passent ? La ligne de blocus avait été renforcée pendant la nuit. L'USS Donald Cook avait rejoint le Mason peu avant l'attaque. L'USS Ross était arrivé depuis sa position à l'est du détroit avant que la nuit ne soit à moitié écoulée. 3 destroyers tenaient désormais la ligne. Le Mason au centre, le Cook à l'ouest, le Ross à l'est. 3 destroyers. Un chargeur combiné de SM-2 d'environ 180 missiles répartis sur les 3 navires. Taux de défense combiné à cadence de tir maximale, environ 6 missiles par minute par navire, 18 par minute au total, contre 40 contacts entrants sur 4 minutes. Le calcul était serré. Pas impossible, mais serré. Et il supposait que chaque SM-2 obtienne un impact au premier tir contre des missiles Nord, à basse altitude équipés de brouilleurs radars, et contre des missiles Qadr, avec manœuvre en phase terminale. La probabilité d'impact au premier tir était d'environ 78%, ce qui signifiait qu'environ 8 contacts nécessiteraient un second tir et que le chargeur devrait travailler en conséquence. 9 secondes après le lancement, les radars SPI-1 Delta des 3 destroyers détectèrent simultanément les 40 contacts dès qu'ils franchirent la côte iranienne. Les systèmes Aegis des 3 navires commencèrent automatiquement à calculer des solutions d'interception et à coordonner les missions d'engagement. Le système d'engagement coopératif relia les images radars et les systèmes d'armes des 3 navires en un seul réseau de défense intégré. On peut se représenter le système d'engagement coopératif ainsi. 3 navires pensent avec un seul cerveau. Le radar du Mason détecte un contact légèrement en dehors de la géométrie de défense optimale du Cook. Le système réassigne automatiquement le missile du Cook à un autre contact et donne au Mason le meilleur tir. Chaque seconde, le réseau rééquilibre les assignations d'engagement sur les 3 navires pour maximiser la probabilité d'impact et minimiser la consommation de munitions. 5 secondes après la détection radar, le premier SM-2 fut tiré, puis un autre, puis 6 autres dans les 11 secondes suivantes, tandis que les 3 destroyers ouvraient simultanément leurs cellules de lancement verticales. L'engagement avait commencé. Les 8 premiers contacts. Les missiles noirs de la batterie côtière occidentale avaient la priorité absolue. Volant à 3 mètres d'altitude à une vitesse proche de celle du son, ils n'avaient en plus que 71 secondes avant d'atteindre la ligne de blocus depuis le moment où ils avaient infranchi la côte.
le Mason en engagea 4, le Cook les 4 autres. 8 missiles SM-2 simultanément en l'air dans les 14 premières secondes de l'engagement. 7 destructions propres dans la première minute. Le 8e Noor, qui transportait les données de correction de ciblage actualisées de l'Iran, effectua un décalage latéral de 90 mètres à 5,4 milles nautiques du Mason. Le SM-2 du Mason détonna 18 mètres derrière lui. Manqué. Immédiatement, un second SM-2 fut tiré, suivant la position mise à jour. Destruction à 3,8 milles nautiques. Les 8 missiles Noor occidentaux anéantis. 16 missiles SM-2 consommés. Les 8 missiles Qadr posaient un problème différent. Le Qadr est plus long, plus lourd et plus rapide que le Noor. Et en phase terminale, il effectue une manœuvre de cabré brutale. Il monte rapidement à 300 mètres d'altitude avant de piquer en angle prononcé sur sa cible. Cette manœuvre de cabré est conçue pour contourner le système de défense rapproché optimisé contre les menaces à basse altitude. Face au profil de piqué du Qadr, le SM-2 est l'arme appropriée. Mais la manœuvre de cabré modifie la géométrie d'interception dans les dernières secondes et contraint le système de conduite de tir à mettre à jour sa solution d'interception en plein vol. Le Ross se chargea des missiles Qadr. Sa position à l'est de la ligne de blocus lui offrait la meilleure géométrie contre les missiles issus des rampes de lancement à l'intérieur des terres. 6 missiles SM-6 furent engagés contre les 8 Qadr. Le SM-6 est plus rapide et plus maniable que le SM-2 et gère mieux le profil de cabré. 2 SM-2 en couverture pour les contacts hors de portée du SM-6. 5 destructions de Qadr dans l'engagement principal, 2 autres grâce à la couverture SM-2. Le 8e Qadr, celui que le système de conduite de tir du Ross avait classé comme priorité la plus basse, le plus éloigné de la ligne de blocus, effectua sa manœuvre de cabré et piqua vers la position du Mason. Le système de défense rapproché du Mason le détecta à 2100 mètres, une seule salve de tir. La tête explosive du Qadr détonna à 1600 mètres de la coque du Mason, pour la deuxième fois en 2 jours que le système de défense rapproché avait sauvé le navire. Cette fois, l'onde de choc ne fit même pas vibrer les supports de caméra. 1600 mètres contre 1900 la veille. 7 missiles Noor des 2e et 3e batteries côtières furent engagés simultanément par le Mason et le Cook pendant que l'engagement contre les Qadr s'achevait. Lord de Chatham Suite Noire. Les stocks de munitions sur les 3 navires Powhatan considérablement, mais pas de manière critique, réduits. Les 8 drones Shahed arrivèrent en dernier, à altitude moyenne. Lentement, sans manœuvre d'évitement. Le 2D Hawkeye, qui évoluait à 7600 mètres d'altitude, les suivait depuis le lancement. 4 avions F-18 de l'Abraham Lincoln, déjà en l'air lorsque la salve commença, engagèrent la formation de drones peu après le début de l'engagement. Les 8 détruits par des missiles AIM-120D avant d'atteindre la portée défensive des SM-2. 4 minutes et 13 secondes après le lancement iranien, le dernier contact disparut de l'écran tactique de la ligne de blocus. 40 missiles tirés, 40 contacts détruits. 0 percée de la ligne de blocus. La mission d'attaque de l'Abraham Lincoln fut lancée 8 minutes après le tir iranien. Cette fois, pas de réponse proportionnelle. Une frappe globale contre chaque position de missile confirmée, chaque véhicule de lancement, chaque installation radar et chaque nœud de communication qui avait soutenu la salve des 40 missiles. Les paquets de données de ciblage avaient été constitués au cours des 48 heures précédentes, pendant que les batteries iraniennes activaient leur radar lors des engagements du Mason. Chaque émission, chaque changement de position, chaque mouvement d'un véhicule de rechargement avait été enregistré par les avions P-8A Poseidon et le renseignement de signal de la NSA. L'Iran avait pris le Mason pour cible. Les États-Unis avaient pris pour cible les systèmes de ciblage iraniens. 16 FA, 18F, Super Hornets, 4 EA, 18G, Growler, missiles anti-radiation. AGM, 88E, bombe planante. AGM, 154C, JSOW, bombe de précision. GBU, 31.
Les frappes s'étalèrent sur près d'une heure et demie, commençant peu après la fin de l'engagement missile. 5 positions de batterie côtière détruites, 2 positions de lancement cadre à l'intérieur des terres détruites, 3 installations radar détruites, 4 points de relais de communication détruits. La base de lancement de drones à l'intérieur des terres, qui avait soutenu à la fois les attaques en Essen et la composante Shahed de la salve des 40 missiles, fut détruite par 2 bombardiers B de Spirit peu avant l'aube. Lorsque le soleil se leva, l'USS Mason était toujours à son poste tenant la ligne de blocus. Le détroit d'Ormuz restait sous le contrôle de la marine américaine. Le bilan complet, l'Iran consomma 40 missiles et drones, 24 Noor, 8 cadres, 8 Shahed, les 40 détruits. 5 positions de batterie côtière détruites, 2 positions de lancement à l'intérieur des terres détruites, toute l'infrastructure radar et de communication ayant soutenu l'attaque détruite. Estimation de plus de 200 militaires iraniens, des unités de missiles et du personnel de soutien tués. Les États-Unis consommèrent environ 58 missiles SM-2 et SM-6 sur 3 destroyers, 8 missiles AIM-120D de la patrouille aérienne de combat, ainsi que des frappes JSOW, A, AR, GM et JDAM du groupe aérien de l'Abraham Lincoln et 2 frappes de B-2. 0 mort, 0 dommage à la coque, ligne de blocus intacte. Ce que 40 missiles ont démontré en langage clair, l'équipe de ciblage iranienne avait effectué les calculs correctement. 40 missiles contre 3 destroyers dépassaient effectivement le seuil de défense confortable. L'engagement a nécessité des seconds tirs, des couvertures de défense rapprochées et le soutien du groupe aérien du porte-avions pour neutraliser l'intégralité de la salve. Si le Mason avait été seul comme lors des 2 premiers jours, 40 missiles auraient signifié un résultat fondamentalement différent. Ce que l'Iran ne pouvait pas calculer, c'était la vitesse à laquelle les États-Unis renforcèrent la ligne de blocus dès que le schéma d'escalade devint identifiable. 2 destroyers le 2e jour, 3 le 3e, et derrière eux le groupe aérien de l'Abraham Lincoln, qui durant les 2 engagements précédents avait systématiquement pris pour cible et neutralisé les batteries iraniennes qui auraient pu tirer la prochaine salve. L'Iran tira 40 missiles et perdit chaque batterie qui les avait lancés avant le lever du soleil. La prochaine salve de 40 missiles devrait provenir de positions qui n'ont pas encore été identifiées. Il y en a moins qu'il y a 3 jours. La ligne de blocus n'a pas bougé. Chaque jour qu'elle tient, l'Iran dispose de moins de missiles à tirer sur elle. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le tir de 40 missiles simultanés par l'Iran prouve que les attaques par saturation massive sont la seule tactique capable de submerger à terme même une ligne de blocus renforcée? Ou est-ce que le fait que l'Abraham Lincoln ait détruit chaque batterie ayant tiré avant le lever du soleil prouve que la véritable défense du blocus n'est pas les destroyers sur la ligne, mais le groupe aérien du porte-avions qui élimine systématiquement la capacité de l'Iran à tirer la prochaine salve? Écrivez votre réponse dans les commentaires et abonnez-vous à Naval Dispatch. Le prochain épisode va encore plus loin.